Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau à Moudon. Et vous pouvez voir que je suis bien accompagné à ma droite, Sébastien Pittet et à ma gauche, Pascal Pittet, donc la famille Pittet de Pittet Artisan SARL, pour nous parler d'habitat durable et de construction écologique. Donc, je vais vous donner la parole. C'est quoi votre créneau et puis quel est un petit peu votre travail, Pascal, Sébastien, pardon. Est-ce que tu peux... Alors c'est un peu, ouais, on se définit un peu comme éco-construction et conservation du patrimoine. Donc on essaye on fait revivre des anciennes techniques et on les met un peu au goût du jour. C'est toute la difficulté. Donc on peut dire, peut-être que papa tu peux en reparler, mais bon, mon père c'est reconverti, on va dire, il y a 30 ans, donc rechercher tout ce qui était le travail de la chaux, qui était quasiment inexistant à l'époque. Il y avait même peut-être un livre, il y avait presque rien comparé à maintenant. Et puis à développer tout ce savoir-faire. Et donc il est passé par les finitions à la chaux, justement, l'isolation après en chanvre assez rapidement. On est parti aussi sur récemment la terre, que ça c'est un gros développement. Là maintenant, sauf erreur, on voulait partir aussi en parler un peu du chanvre. Nous, le chanvre, on est tombé amoureux comme ça, une fois par hasard, mais pas du chanvre à fumer parce que ça fait rire tout le monde. Et des chanvres d'isolation pour la régulation de l'humidité dans les habitations, pour le chauffage, un très bon lambda. On a d'abord travaillé un peu selon la méthode française pour regarder ce qu'ils faisaient. Et puis petit à petit, on a mis au point nos propres méthodes. On faisait du pisé de chanvre d'abord. Et après, Sébastien, avec sa jeunesse, est arrivé, il a dit, avec juste titre, il faut mécaniser ça pour qu'on puisse offrir ça à le plus de personnes possible. Et la mécanisation nous a permis aussi de faire baisser les prix, d'avoir des performances thermiques beaucoup plus grandes et de pouvoir survivre, quoi, tout bêtement. Oui, je pense que c'est essentiel, hein. C'est souvent une des critiques de ces constructions écologiques, c'est le coût, hein. Est-ce que c'est vraiment plus cher? Là, on voit que vous avez trouvé des méthodes de mécanisation. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en parler? Enfin, vous avez développé ça sur le chanvre parce que vous trouviez ce matériau intéressant? Donc... Oui, alors c'est vrai qu'il y a 30 ans c'était plus cher, on peut dire. Après, il y avait rien qui était investi là-dedans dans la construction en général, hein. Dans le conventionnel, ça a fait sa propre industrialisation avec ce qu'on a maintenant, hein. Mais dans ces techniques-là, les anciens savoir-faire, les anciens matériaux, ça s'est détourné, c'est parti. Donc en mettant d'énergie, en développant, en retrouvant les bonnes machines, parce que finalement, actuellement, malheureusement, c'est qu'une question de mécanisation, hein, parce que c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Mais maintenant, en trouvant les bonnes machines adaptées à ces matériaux et ces anciens savoir-faire, maintenant, on est concurrentiel à qualité égale. C'est quand même à la base le bas de gamme est plus haut qu'un autre bas de gamme, quoi. Enfin, c'est l'entrée de gamme, quoi. C'est-à-dire que donc la qualité finale du produit au niveau isolation est meilleure pour un prix équivalent, en fait. Ouais, on a une entrée de gamme plus haute déjà, parce que c'est tout quand même, voilà, la chaux, c'est tous des produits vraiment sains à la base, justement qui résistent, justement comme il a dit Luc avant, avec quand les algues, les champignons, voilà, toute une série de... La mécanisation la projection du chanvre qu'on a nous permet alors d'une part de faire des murs sur des vieilles fermes.
par exemple, pour une rénovation, c'est parfait parce qu'on peut partir de 4-5 cm avec un correcteur thermique sur des pierres inégales. Tandis que si on met des plaques, on doit redresser derrière pour le fameux la condensation. Ouais. Tandis qu'avec le chanvre, comme c'est complètement perspirant, on n'a pas du tout de problème de condensation. Et avec ça, on arrive quand même petit à petit. Maintenant, si on fait par exemple un mot que j'aime pas, Minergie, mais 40 cm, on arrive meilleur marché que ce qui se fait habituellement avec le chanvre. Parce qu'au bout d'un moment, l'épaisseur, nous, elle nous est salutaire. D'accord, donc on peut mettre de l'épaisseur, ça gêne pas, on peut être de 4 cm, c'est le minimum ou c'est... Ouais, on peut dire que 4 c'est le minimum, jusqu'à 40-45 pour obtenir des U très donc performants. Le U, c'est la capacité du mur à isoler contre le froid extérieur et à retenir le chaud dedans, hein, c'est ça pour expliquer. Et puis là-dessus, on a encore le chanvre, encore beaucoup d'avantages, à part régler l'humidité et la santé, c'est qu'on a une inertie thermique qui est grande, ça veut dire que si on le met sous toiture, on n'a jamais chaud en été, parce qu'on parle toujours du froid, mais l'embêtant, c'est aussi la chaleur en été. On n'a jamais chaud en été, et puis c'est toujours tempéré. C'est vrai qu'avec ces changements, avec ces canicules l'été, ceux qui habitent sous les toits, je pense qu'ils savent de quoi on parle. C'est des fois difficile de dormir, tellement il fait chaud, on transpire. Donc là, il y a cet effet isolation, protection de la chaleur aussi qui est intéressant. Et puis, sans le pare-vapeur, tu as tout l'avantage de la migration d'humidité qui se fait, sans les problèmes qu'il peut y avoir avec la laine de verre ou de pierre quand l'humidité vient. Donc ça, c'est énorme, ça se discute pas, mais on voit bien quand on démonte des objets qui sont des fois fichus avec les fouines aussi. Et puis ça, je l'invente pas, tandis qu'en chambre, je sais pas pourquoi, ils viennent pas, quoi. D'accord. Peut-être qu'on peut montrer les images, on va passer la première image sur la vidéo sur le chanvre. Sébastien, c'est toi qui commente la vidéo? Oui. Ok, alors est-ce qu'on peut passer la vidéo? Par contre, voilà. C'est parti. C'était parti. Voilà. Ok. Alors voilà, maintenant, c'est une projection, donc... on doit viser, donc en fait c'est par voie sèche, donc il y a la chènevotte et le liant qui sont mélangés avant. Il y a une légère humidité qu'on met un peu pour coller les poussières de liant à la chènevotte. C'est la partie de la paille du chanvre. Après ça part dans ces tuyaux et voilà, on va le coller contre le mur. Alors là, quand c'est des faibles épaisseurs, on colle en direct contre le mur. Là, on voit tous des différents supports, justement, la pierre. Ça peut être aussi des fois on passe sur un bout en bois. Là, on est sur un sol, justement. On peut faire pour la toiture, un peu pareil. C'est polyvalent, j'ai envie de dire. Après, ça peut être aussi une ossature bois pure et le chanvre qui englobe l'ossature. On appelle ça une isolation répartie. Donc c'est vraiment, ça répond à beaucoup de différentes situations dans la construction, en neuf, en ancien, voilà, différents matériaux. Après, là on montre. Après dessus, on voit pas forcément qu'il y a du chanvre, hein, comme tous les autres types de matériaux. Il y a les finitions. Bien sûr, il faut que ça reste tout des finitions perspirantes. Donc, on reste dans de la chaux, dans de l'argile, dans des plâtres. Il faut que ça reste perspirant. Voilà. On voit pas forcément ce qu'il y a dessous. Ça, c'est autre chose. Bon, là, on est sur les peintures et les escaliers en bout de Sarrazine. On est en train de dévier. Je ne sais pas si c'est sur le même film. C'est la fin de la vidéo, je pense. Donc c'est les ambiances, merci. Comme ça, ouais. Donc, on voit que c'est un produit super polyvalent. Donc, on peut utiliser en sol, en isolation, en plafond. Donc, du coup, maintenant, ce qui intéresse aussi les agriculteurs en Suisse, c'est comment est-ce qu'on peut le produire? Est-ce qu'on le produit en Suisse ou est-ce que vous le procurez? Comment est-ce qu'on peut faire? Si un agriculteur vous dit je vous produis du chanvre, est-ce que vous pouvez l'utiliser? Non, alors maintenant on a le problème, c'est que nous on n'a pas le problème, on a des solutions qui arrivent. Simplement pour le moment le chanvre il vient de France parce qu'ils ont des filières et des machines à transformer très performantes. Ce qu'on peut savoir c'est que les machines à transformer le chanvre, elles coûtaient quelques millions à l'époque. Nous, notre but à Pité Artisan, c'est de créer une filière de A à Z. Tous les
les artisans, les acteurs pardon, du chanvre, que ce soit agriculteurs, papier, tissu, habits, parce qu'avec tout ça, huile, parce qu'on fait tout ça avec le chanvre, pour pouvoir faire une filière en Suisse pour la transformation. Et là, en ayant fait des tests, aussi des certifications, c'est pas le bon mot, avec l'école d'ingénieurs à Yverdon, on a fait plein de tests, on approche petit à petit du sujet, pour la construction en tout cas, on approche de pouvoir vendre des produits en ordre. Oui. Après, un peu ce qu'on peut dire, ce que le frein actuel, c'est un peu... alors, on doit faire confiance. Maintenant, comme tout est normé, on fait... les architectes, les clients font de moins en moins confiance au savoir-faire des artisans. Donc, il faut plus que ça soit régulé, normé. Et c'est ça qu'on fait tout un travail pour être dans les listes d'isolants. On doit presque devenir un produit. Donc ça demande tout un travail qu'on fait là depuis pas mal d'années déjà. Mais ça vient, on a déjà beaucoup de résultats. On pourra avoir un produit. Et là, quand on pourra avoir ce produit, ben ça sera, on sera sur une liste et c'est plus facile. Et ça ouvrira vraiment totalement les portes à ce sujet, à cette matière, quoi. Donc avec ce, avec ce chanvre, on est bien avancé déjà, on a beaucoup d'années de recherche. Et ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on essaye toujours de travailler avec des matériaux assez primaires, justement pour prendre des produits locaux, maximum. Bon, la France, c'est quand même pas si loin. Et puis du plâtre qu'on a chez nous, de la chaux, c'est de la chaux qu'on a chez nous. Donc des produits primaires. On voit maintenant, par exemple, avec beaucoup de problèmes, on a avec les produits finis en bois, parce qu'il y a des acteurs qui coupent les circuits ou d'autres qui achètent. Et on a des prix qui doublent ou des délais de livraison de 4-5 mois. Et puis avec les façons de travailler comme on a, chanvre, terre ou autre, on n'a pas ces genres de problèmes-là. Donc c'est vrai qu'on redevient indépendant au niveau de la matière première, donc on évite les problématiques qu'on a actuellement de livraison, de stock qu'on n'a plus, etc. Ouais. Donc qui peut poser problème dans la construction actuellement. Oui, parce que ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la construction, en fait, on a des usines qui ont, comme les patates, on envoie nettoyer les patates en Italie ou je sais pas où, puis après elles reviennent ici sous forme nettoyée, puis après elles repartent en Belgique pour être etc. Donc la construction, c'est la même chose. Tout coûte pas cher, mais tout d'un coup, ça s'arrête parce qu'il y a plus de véhicules, parce que la Russie livre pas son bois à la Chine, qui livre pas ceci, qui fait ça. Et là, comme on voit les limites qu'il y a à cette production globale où on est indépendant des grosses industries. Il faut vraiment maintenant petit à petit retomber dans un travail plus artisanal, entre parenthèses, en ayant des contrôles très systématiques. Donc sur les chantiers pour avoir la qualité régulière, mais qu'on puisse faire artisanalement quand même plus sur place. D'accord, donc si je vous comprends bien, là, vous lancez un appel aux architectes pour que ces produits soient reconnus par l'architecture. Hein, donc c'est aussi, je pense que souvent l'architecte conseille le client, donc il faut que l'architecte ait confiance en ce produit, et il faut en plus qu'il soit autorisé dans une liste pour pouvoir être utilisé. Ça, c'est plus facile, exactement. Puis le travail de lobbying, nous on travaille sur le chantier, on développe les choses, on n'arrive pas à tout faire. Donc il nous faudrait soit des gens ou l'argent ou des volontaires qui puissent aller voir les artisans, les architectes et les clients, parce qu'en fait on est tous dans le même truc. Hein. Donc créer des réseaux pour faire de la promotion pour ce chanvre qui est naturel, qui est perspirant, on est bien dedans. Donc franchement, je pense que vu les images, c'est vrai que sur une vieille maison, on ne dénature pas la maison, on arrive à garder ces murs, ces gros murs épais de pierre qui ont aussi... Et sur une maison neuve, on n'a pas de déchets comme le polystyrène. Si au bout de 20, 30, 45 ans, 200 ans, c'est ce qu'on dit à peu près qu'il va vivre, normalement, on le mulch, on le travaille un peu et ça fait du très bon engrais, quoi. Ok, ça revient du compost au fait. Ouais. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi une qualité, vraiment une qualité de vie à l'intérieur de ces produits à base d'isolation végétale, si on veut, ou surtout qui régulent l'humidité. On a vraiment une qualité supérieure qu'on a peu oublié maintenant parce qu'on est habitué à autre chose. Ou avant, c'était pas forcément isolé, donc il y avait c'était inconfortable pour d'autres raisons. Puis voilà, là, c'est un peu transformé, mais il y a vraiment une qualité importante. Okay.
on évite avec ce matériel perspirant, on évite ces moisissures ou ce trop d'humidité qui peut rester quand il y a du chaud-froid. Il y a une régulation, voilà, qui se fait. Et on a l'isolation. On a l'isolation plus la régulation de l'humidité. C'est ce qu'on cherche aussi dans tous les matériaux. Peut-être qu'on peut parler aussi de la terre. Là, c'est aussi justement, il y a aussi toutes ces qualités. C'est aussi là sur place. C'est aussi, ça a des qualités aussi de réguler l'humidité. C'est très intéressant. Le problème, c'est tout le truc de la terre. Donc historiquement, ça s'est toujours fait. Hein, il y a rien qui est inventé. Mais c'est très difficile à travailler la terre. Et encore une fois, c'est nouveau, quelque chose où l'industrie a complètement, de la construction a complètement mis de côté ces techniques. Mais pourtant, voilà, si on assemble les bonnes machines, on arrive justement à la préparer et l'appliquer. Voilà, c'est quelque chose. C'est ce à quoi on s'applique maintenant avec Sébastien, c'est à réunir les machines. Donc notre but, et on a réussi, on est dedans, c'est de prendre la terre du lieu, la transformer sur place, donc éviter tous les transports, les décharges, une bonne partie, éviter l'achat de gravier à l'étranger ou en Suisse pour le remettre avec, et travailler avec les matériaux du coin. On prend pas la terre végétale, on prend le troisième horizon, donc ça fait entre 70 cm plus bas, disons, en gros. Et puis, avec les procédés qu'on a et qu'on met au point, on arrive à faire des maisons, des crépis, du béton solide, du béton pas solide. Donc après, tout dépend ce qu'on met comme adjuvant dedans. D'accord. Si je comprends bien, en fait, ce matériau qu'on disait avant un déchet, hein, qu'on devait excaver, 60 évacuer, francs le mètre cube. 60 francs le mètre cube. Donc, il y a tout un. Là, vous attaquez à un gros morceau économique aussi. Donc, ça veut dire que pour la personne qui fait sa maison, il y a des économies aussi à faire sur toute cette évacuation de déchets et tout ça. Donc, c'est vachement intéressant au niveau écologique. Donc là, on a vraiment du potentiel. Oui. Oui, si on regarde au niveau suisse, on va dire, les quantités de terre mises en décharge, elles sont énormes. Hein. Après, sur chaque chantier, on peut être équilibré, donc l'utilisation, mais il faut connaître aussi qu'est-ce qu'on peut en faire. Et c'est là qu'on ne sait pas, justement. Il n'y a pas le catalogue. Et il faut aussi compter ça, que ça fait, on va dire que préparer les matériaux fait partie déjà de la construction. Ça, souvent, c'est plus facile de faire venir du magasin, c'est plus rapide, voilà. Donc, c'est un peu ça qu'il faut changer les mentalités. Et puis, il faut savoir que, voilà, on peut faire les crépis de finition, justement. Là, on a vu aussi chez Luc. Donc on peut la préparer vraiment sur le chantier. Alors évidemment, c'est avec des pelles mécaniques. Pour juste un mur, il faudra plutôt quand même le prendre chez le marchand. Mais quand on a quelque chose de plus global et que c'est pensé à l'avance, on peut préparer ces crépis, on peut préparer ces briques, on a une presse, on peut faire sur place les presses à briques. On peut faire du béton, là on fait du béton, nous c'est notre gros développement, donc c'est la préparation de la terre et le béton projeté, parce que le béton projeté par voie sèche, ça ressemble, c'est très proche de ce qui se faisait avant en pisé. C'est vraiment, il y a très peu d'eau et c'est compacté. Alors c'est compacté, c'est chaque grain qui sont compactés à 300 km/h, c'est ça qui fait cette qualité. Là aussi, à l'intérieur de ce béton de terre, en fait, peut-être on va le lancer, comme ça, on voit, ouais, comme ça, on parle en même temps, un peu tes propos, et puis comme ça, les gens peut-être c'est un peu plus clair. Ouais. Oui. Alors merci. Ouais. Merci. Voilà, voilà la projection. Là, on voit, c'est déjà plus moderne. On passe à travers un treillis métallique. Donc, on essaye, on laisse déjà on invente un peu avec ce qui est actuel, justement, des nouvelles techniques. On a fait des essais de sommiers. Alors après, ça dépend quelle quantité, par exemple, si on peut mettre du ciment, si on veut obtenir des grosses résistances. Et là, on a aussi comme des bétons. Alors, c'est pas aussi fort que pour faire des piliers d'autoroute, mais on a des bonnes résistances. Et
Après, on peut ne pas mettre de ciment, ça devient comme du pisé de l'époque, mais il faudra faire beaucoup plus épais. On peut avoir d'autres liants, de la chaux, du plâtre aussi. Enfin, il y a plein de possibilités qui fonctionnent bien. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités, c'est encore, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Vous êtes un petit peu au début de ce développement, du coup, si j'ai bien compris. Oui, et là encore, il y a tout un travail de normer. Alors comment est-ce que, après, à la fin, comment est-ce qu'un ingénieur, un architecte déjà doit l'inclure dans toutes ces projets. L'ingénieur, il doit calculer la structure. Alors là, c'est intéressant, ces méthodes, elles permettent on voit que ça se comporte comme du béton dans les logiciels de calcul. Donc c'est super intéressant, mais c'est les tout débuts. Donc on va aller de l'avant, mais ça intéresse beaucoup. Et là où il y a la plus grosse quantité d'économie ou de recyclage, si on veut, c'est dans le génie civil. On est en train de mettre en place justement des applications avec des grosses entreprises qui sont plus grosses que nous, donc qui font vraiment beaucoup de génie civil pour utiliser ça. Et là, il y aura vraiment des mètres cubes. Parce qu'un crépi, c'est pas grand-chose dans une maison finalement. Mais dans le génie civil, c'est énorme les mètres cubes. Ça veut dire par exemple, si on prend, je sais pas, vous passez des fois à Genève, vous voyez à droite avant l'aéroport, l'autoroute, des chantiers comme ça, sauf erreur, c'est 300 000 mètres cubes de ballast ou de terre ou évacuer et ramener à peu près ces chiffres-là, sauf erreur. Et puis là, une bonne partie pourrait être envisagée avec de la terre. Donc ça vous laisse voir sur le niveau suisse tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc on pourrait économiser des transports inutiles, énorme. un aller, un retour, et puis utiliser le travail sur place, donc aussi créer de la plus-value sur place. Donc c'est éviter d'aller donner c'est la plus-value, c'est de ne pas transporter Mathieu, de transporter à perte au schnock la terre, par exemple, et puis de la ramener après transformer. Le but, c'est de transformer sur place pour donner les choses sur place. Donc là, et puis en plus de ça, même avec ça, il semblerait qu'on soit moins cher que les autres façons de faire. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. Donc est-ce que vous avez déjà trouvé des contacts aussi au niveau peut-être ingénieur, études, au niveau de l'EPFL ou comme ça? Vous avez déjà des gens qui vous suivent un peu à ce niveau-là? Oui, alors nous avec l'école d'Yverdon, d'ingénieurs d'Yverdon, le laboratoire, avec aussi l'école de Fribourg. Et on a déjà plusieurs années, à notre rythme toujours, hein. Mais on espère que ça s'accélère. Mais voilà, on fait des échantillons, on a des premiers tests, on a des premiers clients. On a fait des premières réalisations aussi. Au début, c'est où il n'y a pas besoin de structure, où c'est pas vraiment porteur. Et voilà, on va de l'avant toujours comme ça, quoi. J'ai une petite question. Est-ce que si on pense, imagine construire une maison neuve, plusieurs familles, peut-être 2, 3 ou 4 appartes, quelle est la quantité de terre qu'on pourrait réutiliser si on arrivait à tout faire avec des matériaux nobles comme le chanvre, la terre? J'y vais. Pour moi, on peut tout faire, les murs, piliers et même radier, voûte en terre de l'endroit. Après, évidemment, il faut toujours regarder la terre, la qualité de la terre, parce que ça change. Et ça, c'est un des buts des études qu'on fait, c'est de pouvoir normer, enfin, je parle normer, c'est plus facile, normer les choses pour avoir toujours une qualité égale. Ouais, c'est ça qui est important pour les calculs d'ingénieurs et tout ça. Au niveau de la cave, c'est aussi... Ça tient dans la cave aussi, c'est béton et tout ça? Il faut prendre des mesures, il faut protéger de l'eau, faut réfléchir autrement. Voilà, on va pas échapper, il faut construire bien quand même, hein, on peut pas faire n'importe quoi. À l'époque, par exemple, quand il y a de la terre sans liant, il y avait toujours, on parle toujours des bottes, du chapeau, il faut que ce soit protégé. Donc on peut tout faire, mais il y a toujours les anciennes règles, elles sont toujours valables, quoi. Après, je voulais dire aussi, après c'est qu'une question de planification aussi par rapport. Il faut, bien sûr, si on fait 4 sous-sols, on n'arrivera pas à réutiliser toute la terre. Il faudra aller ailleurs. Si on gère la creuse avant par rapport à l'utilisation,
ben, le but c'est d'être équilibré. Donc ça demande aussi un travail de la part de l'architecte, une évolution de la méthode de travail, ouais, prendre en conscience quels besoins on a pour la maison, puis de placer au fait de dimensionner le sous-sol en conséquence. Voilà, maintenant on est comme au bistrot. Avant qu'on puisse pas aller au bistrot, on allait à la terrasse, on s'asseyait, on prenait un café, Oh, j'aimerais bien une tarte à la pomme, je prends une tarte à la pomme. Là maintenant, il faudra penser à ramasser ses pommes à l'avance. Il faudra commander un jour avant. Voilà, il faudra anticiper un petit peu, quoi. Voilà. Donc, si on demande d'anticipation, c'est logique aussi par rapport à l'environnement, par rapport à la planification aussi de ce qu'on veut faire. Ouais, avec tout ça, puis la terre, évidemment, ça donne de nouveau du travail pour les gens du coin. C'est de nouveau un produit local, c'est de nouveau quelque chose qui polluera beaucoup moins. On parle pas de zéro pollution, on n'est pas des rêveurs, mais on est beaucoup moins pollueur que d'aller transporter sur les routes des camions et des camions entiers de produits qui ne servent à rien, quoi. Ouais. Donc, je vois que pour vous, il y a un point qui est important, c'est vraiment cette globalité dans la construction, cet effet santé, qualité de vie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire quand on voit ces maisons finies, quand les gens habitent dedans? Est-ce qu'il y a un petit peu, qu'est-ce qu'ils ressentent, les retours que vous avez, pardon? C'est construit avec ces matériaux-là. Avec ces matériaux-là. C'est toujours bonne, toujours excellente. Hein. Maintenant, il y en a qui disent carrément qu'ils se rendent compte qu'ils n'arriveraient plus à vivre dans un autre endroit avec d'autres matériaux et d'autres façons de respirer. Parce que on s'imagine pas vraiment, mais quand on est dans un environnement avec des produits souvent industriels, agressifs, on va dire, notre corps, au lieu de se ressourcer, il est toujours agressé. Puis ça, on se rend pas vraiment compte, mais c'est quelque chose qui est là toujours. Tandis que dans des produits primaires, entre parenthèses, premiers, à transformer avec des formes, si possible. On travaille beaucoup avec les anthroposophes aussi, parce qu'ils ont des idées plus organiques de la vie. Et avec ça, on arrive à vivre et à se ressourcer dans une maison. Parce que le but d'une maison, c'est de nous protéger et de nous ressourcer. C'est pas de devoir lutter contre le lieu où on est, quoi. Ouais, contre la chaleur ou contre l'humidité, etc. Ou les produits chimiques ou tout ce cas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce que ce serait possible qu'on voie la dernière vidéo que vous aviez prévue? Parce que vous parlez de forme organique et tout ça, et je trouve cette méthode-là que vous développez est très belle aussi au niveau architectural. Je pense que ce serait intéressant. Oui, qu'on a appris. Puis voilà, donc c'est vous de Saint-Razine. Donc on a un ingénieur avec nous, c'est lui. Hein. Donc c'est une technique, donc on fait des dalles porteuses, c'est pas armé et il n'y a pas de coffrage. Donc là on voit les préparations sur les murs, si on veut, on voit déjà les premières courbes. On a vu le dessin avant. Ça, là on a fait, donc historiquement c'est avec des briques terre cuite, montées au plâtre. Et ensuite un mortier bâtard pour les deuxième couches, on verra. Maintenant, on a fait justement aussi avec nos briques en terre crue du chantier aussi. On a fait aussi une voûte. Là, c'était à Bienne. Une cave, 3 voûtes. Et donc, les sols en mur et aussi un boutelier en mur évidemment en terre. Donc toute la cave est en terre. Là, on la verra pas. Là, on voit que entre parenthèses. Des gabarits qui soutiennent pas vraiment, mais qui nous aident à visualiser l'endroit où on va, quoi. Donc ouais. Donc voilà, il y a des guides donc pour les nervures, si on veut, on bâtit à la brique, donc au plâtre, et c'est la forme géométrique qui fait la résistance. C'est par voûte, on presse en 3D, on peut faire la statigraphie. Maintenant les méthodes de calcul ont évolué aussi, donc c'est de la statigraphique 3D. Avant on était limité à la 2D. Après les éléments finis sont venus. Bon bref, maintenant on peut faire de la statigraphique 3D qui ouvre les possibilités de ces structures un peu organiques. Et voilà, on n'a pas besoin de robots, d'imprimantes 3D pour faire des choses comme ça. Puis là, on verra après si on peut aller assez loin. Ah, c'est un autre truc. Là, c'est le doublage. Que l'escalier est pris dans les voûtes, quoi. Mais là, je me rappelle plus comment elle va cette vidéo. Voilà, c'est là l'escalier. Donc c'est une forme continue de l'escalier et de la voûte. Vous voyez en rose là, c'est là où c'est le guide qui nous sert à monter
l'escalier. Je vois que le temps passe, ouais, évidemment. Donc on peut recommencer à rêver un petit peu, on pourrait se croire à la Sagrada Familia, à Gaudi, à des architectes organiques, des formes vraiment incroyables, quoi. C'est beau. Ouais, puis en plus avec les programmes qu'on a maintenant au niveau ordinateur, on peut faire des choses beaucoup moins traditionnelles, des voûtes complètement tendues qui se font actuellement. On peut aller beaucoup plus loin, quoi, avec des anciennes techniques. Donc voilà, l'escalier fini. L'heure est finie aussi, je vois, et voilà le plan de départ. Ouais. Alors, justement, c'est vrai, c'est magnifique. Hein, on va voir encore. C'est pas fini. On voit pas le. On voit pas le crépi. Le crépi, d'accord. On l'avait vu avant, mais bon. Je vous remercie pour cette magnifique explication. Il y a encore pas mal de choses à discuter. Ouais. Hein, et vous avez encore beaucoup besoin d'évolution, enfin d'aide aussi pour démarcher tous ces nouveaux produits. Mais je vous remercie pour cette heure et puis j'espère que votre appel aura été entendu. Je te remercie aussi, Mathieu. Merci.